je sors de cette réunion, je vois mon téléphone, 10 appels, une réservation booking. Et donc, du coup, il me dit non, non, mais c'est bon, j'étais coincée, mais j'ai réussi à sortir, les clés sont dans la boîte. Et là, mon prestataire de ménage arrive. Bon, en fait, la porte était complètement explosée, la porte d'entrée. Je pense pas qu'il y ait de mauvaises stratégies. Je pense que la pire chose, c'est vraiment de ne pas passer à l'action, de se dire j'ai trop peur, il peut y avoir trop de problématiques, il peut y avoir trop d'angoisse, et de ne pas le faire. Je me demandais si c'était vraiment rentable de garder la gestion que de payer 20% une conciergerie qui va s'en occuper complètement, tu vois. Ouais. Par rapport au temps passé, aux allers-retours et à la gestion quotidienne même de sa charge mentale finalement, et ben on n'est pas sûr que c'est pas plus rentable de déléguer à une conciergerie que de le faire soi-même. Oui. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous Compromis. Aujourd'hui, on accueille Victoria qui va nous raconter son parcours d'investisseuse, notamment sur son bien acquis à Chalon-sur-Saône. Merci Victoria. Merci à vous deux pour l'invitation. C'est un plaisir de pouvoir échanger sur mon expérience d'investisseuse en herbe. Bienvenue. C'est clair. Est-ce que tu peux peut-être te présenter pour commencer, raconter un peu ton début et ton début de parcours surtout en tant qu'investisseuse? Ouais. Donc l'investissement, c'est un peu arrivé par hasard. À mon retour de l'étranger, je suis retournée en Bourgogne, ce qui n'était pas le premier souhait, mais pour une opportunité professionnelle. Donc j'ai un peu voulu profiter de ce moment-là en me disant ok, qu'est-ce que je peux faire pour sécuriser mon patrimoine. Enfin, on rentre dans la vie entre guillemets active. Après, c'est très amusé. Le CDI, les enfants, la maison, enfin un côté aussi un peu pression familiale. Ouais. On était aussi au grand moment de la réforme des retraites. Donc je pense que tout ça a un peu mélangé, plus le fait que je vivais en coloc avec des jeunes actifs, donc on échangeait un petit peu sur la retraite, la gestion du patrimoine, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc c'est un peu de fil en aiguille comme ça que l'idée est venue d'investir à Chalon. Donc ça c'est vraiment comme ça que c'est arrivé. Ok, parfait. Voilà. Et pourquoi Chalon? Peut-être commencer par ça, vu que tu cites bien cette ville. Parce que je suis retournée à Chalon. Donc, que faire à Chalon? Je n'allais sûrement pas acheter pour moi parce que je ne voulais pas y rester. Ouais. J'avais pas spécialement envie d'investir dans une ville que je connaissais pas ou plus chez moi. D'origine, je suis de Lorraine, mais j'avais pas spécialement envie d'aller là-bas non plus. Je trouvais qu'il y avait une difficulté, c'était pas sur place d'investir parce que j'ai pas fait le choix, on en parlera après, mais de déléguer cet investissement. J'ai géré le projet, donc du coup, c'est pour ça. Et il y a quand même aussi une idée de prix au mètre carré. C'est quand même une moyenne ville qui est accessible, on va dire, pour un premier investissement. C'est clair. Et du coup, est-ce que tu peux nous présenter un peu le projet, le type de bien, le secteur, un peu les chiffres si tu les as, le prix Les chiffres, si je les ai. Déjà, donc j'ai investi moi en 2022. Donc du coup, plutôt sur un appartement, on pourrait se dire est-ce que ça va être un parking, est-ce que ça va être bon, qu'est-ce qu'on investit entre guillemets dans la pierre. Donc ça c'est plutôt orienté directement sur un appartement, avec pour projet initial quand même de plutôt le mettre dans une location, mais on en reparlera plus tard, hein, de courte durée ou moyenne durée. Donc chercher déjà un bien qui collait qui répondait à ces critères-là. Et aussi, ça c'est un côté un peu plus peur personnelle, mais moi j'ai la peur un jour de me retrouver sans toit. Donc je me suis dit, il fallait aussi que par extension, si jamais en catastrophe il m'arrive quoi que ce soit, je puisse avoir accès à ce logement et entre guillemets m'y plaire. Ouais, voilà, un côté backup, ouais. C'est un peu plus personnel, mais donc voilà, donc plutôt orienté appartement. Après, il y a quand même la question du budget qui vient rapidement. Hein. Tu achètes en fonction du budget que tu as, donc plutôt sur une petite surface. Ouais. Je voulais quand même pas de studio, je voulais bien avoir une chambre séparée, donc ça s'est orienté sur un T2. Au niveau de l'emplacement, je suis quand même restée dans le centre-ville, donc pas le centre historique, mais vraiment, ça reste à proximité de la zone piétonne. Ok. Et est-ce que c'était un bien à rénover? Il était dans un sale état et tu as tout refait? Grand sujet, hein, parce que tous les investisseurs plébiscitent les travaux. Donc j'ai pris le contre-pied de ça pour plusieurs raisons. J'ai visité, ça a été assez vite hein, quand même le projet, puisque j'ai visité à peine 5 appartements, je pense. Ah ouais. Donc ça a été relativement vite. J'en ai visité avec plus ou moins de travaux. J'ai pris conscience que en fait ça allait pas être possible parce que j'avais pas d'artisan sur Chalon. Enfin en tout cas je connaissais pas d'artisan sur Chalon. Très peu de connaissances dans la rénovation. On
va pas dire que les artisans ont une mauvaise image, mais il y a quand même toujours le fait de est-ce que je vais pas me faire avoir, en plus je suis une fille, enfin bon, tout ce qui va bien, de se dire ils vont me voir arriver, le devis va faire x30. Donc du C'est un vrai coup, sujet. ouais, Ouais. c'est ça. Donc je me suis plutôt rétractée sur les premiers appartements que j'ai vus. Je me suis dit je vais pas maîtriser cette partie travaux. À aucun moment ça m'était traversé l'esprit de se dire est-ce que je prends quelqu'un pour m'accompagner sur le projet ou autre. Donc du coup, je me suis plutôt recentrée après sur des immeubles entre guillemets, enfin des appartements entre guillemets clés en main. Donc là, j'en ai visité avec un peu moins de travaux, notamment celui que j'ai acheté où en gros les travaux c'était simplement de la peinture et de l'ameublement. Enfin, j'ai Ça reste du rien eu à changer. rafraîchissement. C'est du rafraîchissement Ouais. exactement. Ouais. Ok. Voilà. Et Du coup, régime fiscal, vu que tu n'as pas fait de travaux, tu es en LMNP, microbique. Ok, parce que du coup, c'est plus intéressant que. Oui, du coup, voilà, moi, Ouais. j'ai pas de charge à retirer par rapport aux travaux. Du coup, je me suis tout de suite mis sur ce régime fiscal-là. Après, il y a deux vitesses. Je l'ai aussi mis plus rapidement sur le marché. Moi, j'ai récupéré les clés de l'appartement en octobre. Il était en ligne en janvier, 1er janvier. Ah ouais. Donc, tu as aussi enfin, voilà, c'est deux stratégies différentes. C'est aussi en fonction de ce que tu peux. Je pense que il y a une chose qui est sûre, c'est aussi savoir s'entourer, alors que ce soit à travers des clients, ou enfin des clients, des prestataires, des professionnels qui peuvent t'accompagner, ou des gens que tu connais. J'ai quand même la chance d'avoir des proches, que ce soit d'enfance ou pas, qui sont quand même dans l'immobilier, d'échanger, même là où je travaillais, avec beaucoup de gens qui avaient déjà investi. Donc, si tu veux, à un moment donné, il y a tout qui s'aligne. Enfin, moi, j'ai jamais eu, en étant enfant, de me dire, je vais acheter plein d'appartements. Je sais que la pierre, c'était une bonne façon d'investir en France, en tout cas aussi avec le côté où, selon si t'as rien, entre guillemets, si t'as pas de gros patrimoine de base, c'est aussi un peu par là que tu peux commencer. Je vais le payer plus cher, ça c'est sûr, je l'ai payé plus cher, mais ça a été une autre stratégie en fait, c'est tout. Après, c'est de la tranquillité. Ouais, c'est clair. Je pense pas qu'il y ait de mauvaises stratégies. Je pense que la pire chose, c'est vraiment de ne pas passer à l'action et de se dire j'ai trop peur, il peut y avoir trop de problématiques, il peut y avoir trop d'angoisse et de ne pas le faire. Je pense que quand on se force à faire quelque chose, on n'est pas à l'aise et ça se ressent sur toute la continuité du projet. Enfin, oui. Tu vois, si t'arrives, l'artisan il sent que t'es pas très à l'aise, que t'es pas sûr de toi. Enfin, c'est vrai qu'il y en a qui peuvent abuser. Déjà, en plus, le fait d'être une femme, je pense que ça aide pas non plus, clairement. Mais je pense qu'il y a des artisans qui peuvent un petit peu abuser sur les tarifs et sur les délais, etc. quand ils sentent que tu connais rien et que tu vas être dépendant de lui, en fait. C'est ça. Ça va être ça aussi. Ça dépend vraiment de la personne qui est en face. Ça vaut pour un artisan, ça vaut pour Ça vaut n'importe pour tout le qui, monde, pour tout. c'est clair. Oui, ça pour moi c'était plutôt une méfiance personnelle de ma part. J'aurais pu aussi me dire bah ok, je vais tout apprendre, je vais me débrouiller. Enfin, même pour le rafraîchissement, pour être très transparente, c'est mon beau-père qui est venu un week-end, qui a tout fait. Enfin voilà, il faut savoir reconnaître aussi quand tu as le bon entourage à un moment donné. Là, ça a aussi joué dans ça. Il faut savoir s'entourer en fait. En fonction des projets que tu veux, tu dois orienter tes. C'est drôle, c'est que c'est vraiment le sujet qui revient à chaque podcast, c'est que vraiment, il faut savoir s'entourer. Tout le monde nous parle de l'entourage, exactement. Ouais. C'est hyper important et ça compte vraiment pour tout le monde parce que c'est déterminant pour la réussite du projet à chaque fois. Ouais. Bah, je pense que oui, c'est une forme de soutien. T'es peut-être rassuré quand tu commences à en parler à ton entourage et puis. Et je pense qu'on peut pas s'inventer expert de tout en fait à un moment donné. Moi, l'immobilier de base c'est pas mon domaine, dans ma famille non plus. Voilà, je connais des investisseurs, mais c'est pas du proche, hormis pour quelques amis d'enfance. Mais donc du coup, je savais que je pouvais avoir une oreille attentive, mais c'était quelque chose de nouveau quand même pour moi. Donc, à un moment donné, dans ce cas-là, soit tu fais en sorte de rencontrer les bonnes personnes, de commencer à t'intéresser à ce milieu-là, et du coup, forcément, tu peux avoir un petit peu des infos. Ou alors, tu vas voir des professionnels. Enfin, il y a plein de possibilités de s'entourer, mais je pense que oui, il faut à un moment se connaître quand même les choses. Et du coup, maintenant, si tu avais un deuxième invest à faire, à peu près du même type que celui que tu as fait, est-ce que tu prendrais un bien avec travaux ou pas? Vu que tu as fait une fois sans gros travaux. Non. Non, tu referais Non, pareil? je pense que je pense que c'était un bon produit. Enfin, je touche du bois. J'espère que c'est encore un bon produit, mais si je pouvais retrouver l'opportunité que j'ai eue là, je pense que je reprendrais la même chose.
En termes de prix, bon, ça m'a beaucoup marqué l'esprit. Je n'avais plus exactement le prix en tête, mais il me semble que c'était 70 000 ou 73 000 et c'est Pour combien de mètres carrés à peu près? 50 mètres carrés. Ah ouais, ouais. Donc c'était quand même plus que correct, juste avec du rafraîchissement, en sachant que moi je l'ai acheté, la façade était un peu moyenne et elle a été refaite, donc il y a quand même aussi une valeur qui vient se rajouter là. Ils ont refait les façades du quartier, enfin toutes ces choses-là, donc j'imagine que ça a un impact, hein, je dis ça, mais en tant que au moins, bonne professionnelle. Même pour ta location, tu vois, parce que finalement, plus même agréable. si ça n'a pas pris de valeur, finalement, pour trouver un locataire, peu importe le mode de location, c'est plus simple aussi. Enfin, C'est plus rassurant, Ouais. quand tu arrives dans une rue où c'est un peu délabré, ou vétuste, et une rue où ça vient d'être rénové avec des couleurs un peu chaleureuses, c'est pas la même Ça change tout, impression. hein. Quoi. Et puis Ouais, même c'est si tu veux revendre un jour, c'est plus liquide d'avoir un bien dont la façade a été C'est ça. refaite que. C'est un atout, hein, clairement. Ouais, C'est plus simple de revendre. Ouais. Donc ouais, non, si je le refais demain, si je le refais ou si je m'amuse à faire d'autres projets, mais je prendrai plus. Ouais. Je pense que la question, si vraiment demain je devais réinvestir, ce serait plutôt au niveau de la localité, parce que je pense qu'on s'intéresse pas assez à la campagne et je suis assez sûre que dans les milieux ruraux, il y a des coûts à faire aussi. Je pense que c'est peut-être quelque chose où je m'orienterais peut-être un peu plus. Nous, on le voit effectivement sur des villes, même un petit peu plus petites. Alors, je ne dirais pas sur des petits villages, mais sur des villes plus petites, il y a pas mal de demandes. Après, plus la ville est petite, plus la qualité du locataire peut être discutable. Pas forcément la qualité du locataire, mais en soi, tu vas potentiellement avoir une famille avec des animaux, des enfants. Généralement, un studio ou un T2. Un T2 à la campagne? Oui. On a visité un immeuble le week-end dernier. J'appelle pas ça la campagne. Il y a quand même tout commerce, tu vois. Comment tu définis Saulieu? Est-ce que c'est de la campagne? Saulieu, c'est la campagne pour moi. Mais il y a quand même tout commerce. Rural, mais avec des Oui, alors moi je te parle de ça. T'as 2000 habitants. Ouais, mais tu vois, il y a campagne, genre petit village où tu as vraiment que l'église et la mairie. Village. Mais c'est pas forcément un mot, tu peux avoir 1000, 2000 habitants et qu'il y ait juste, tu vois, une mairie et une église et c'est tout. Là, à Saulieu, il y a quand même tout commerce. Tu as quand même des activités économiques non négligeables. On n'a pas la définition de campagne alors. Non, je pense que je pense que faut pas dire campagne, il faut dire ville de moins de tant d'habitants. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Pour moi, c'est plus ça qui définit une petite ville ou un village que. Oui. Mais après, ça t'empêche pas d'être rural et d'être attractif. Ah non, c'est clair. Même au niveau des commerces et autres. Oui, il faut quand même un village, je suis pas en train de mourir. On est d'accord, vaut mieux que les gens commencent à y revenir, c'est mieux. Mais je suis sûre que même dans des villages où il n'y a pas de commerce, ça peut marcher. Hein. Oui, mais pas de la petite surface. Mais là, tu es sur la maison, quoi. C'est ça, ou du T3 ou au-dessus. Ouais. Oui, et donc là, tu touches pas quand même les mêmes locataires non plus. Non, mais c'est pour en connaître personnellement qui font ça, c'est des stratégies qui sont intéressantes aussi. Complètement différentes. Mais de toute façon, toute stratégie est bonne, faut-il qu'elle soit ficelée dans le bon sens. Mais je pense que ça pourrait être une question de toute façon. Les grosses villes, c'est toujours pareil, tout le monde veut être dessus. Il faut aussi les moyens derrière. Il y a plein de choses qui entrent en jeu. Moi, je me sentirais pas, en tout cas sur le côté budget, là, à l'instant T, d'aller dans une grosse ville. Et du coup, pour rebondir sur le budget, tu as acheté en 2022, période qui commence à être un peu compliquée pour les prêts notamment. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour toi? Je pense que pour le coup, ça a été ça plutôt le sujet, que de trouver l'appartement. C'était relativement simple, mais au niveau du crédit, déjà, il faut être clair, je suis plus cigale que fourmi, donc moi j'ai acheté, j'avais moins de 30 ans et pas une grosse épargne, soyons bien clairs. Donc du coup, mon inquiétude était plutôt à ce niveau-là. Je pense que quand tu parlais de peur à lever et autres, moi je partais plutôt du principe que je ne pouvais pas investir dans l'immobilier parce que j'avais pas d'épargne suffisante. Voilà, à force d'échanger avec des gens, tu te dis bon, t'essayes, ça coûte rien. Ouais, c'est clair. Bon, ça coûte rien, ça coûte quand même qu'on ne dit pas oui, je peux te le dire, quand tu arrives auprès de ta bancaire. Moi, j'ai pas fait appel à un courtier au démarrage. J'ai d'abord été voir ma banque historique, entre guillemets, j'ai déjà fait la demande à
Donc, bien entendu, il y avait ce sujet d'apport qui était nécessaire. Il me semble qu'il faut apporter 10%, ou Ouais, c'est à ça peu doit près être ça, à ça. peu près 10%. Je n'avais pas les 10%. Je n'avais pas les 10%. Elle était inquiète, ça c'était pas un mauvais conseil d'ailleurs, hein, que j'utilise le peu d'épargne que j'avais pour un investissement. Ouais. Oui, que tu n'aies plus d'épargne de Ouais, voilà, que côté j'ai au plus cas un petit où. matelas de côté, donc ce qui est plutôt bien de te dire ça. Je pense Ouais. que c'est vrai, il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Enfin, Ouais, ça, c'est c'est clair. sûr qu'il faut éviter. Et entre-temps, avant de me lancer dans l'immobilier, je me suis fait, comment dire, parrainer, c'est le bon mot, hein, puisqu'on était en coloc avec quelqu'un qui connaissait un CGP, que tout le monde connaît. Donc, oh, bah tiens, tu veux pas faire un petit appel avec mon pote et tout? Bah si, on va le faire. Donc, j'avais placé sur une assurance vie. J'ai ouvert une assurance vie. Bon, ça c'est pareil, là c'est pas le sujet, mais idem, je pense qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Bon, en tout cas, que tu fais un certain patrimoine. Là, je pense que c'était trop prématuré de se lancer là-dessus à ce moment-là. Donc, du coup, rétropétalage sur l'assurance vie. J'ai arrêté le contrat pour récupérer donc l'argent qu'il y avait dessus, qui était franchement dérisoire. Hein, on va parler de 2 000 €. Et ces 2 000 € là m'ont servi, apport, on va très vite le dire, pour obtenir mon crédit. Donc, j'ai quand même eu la chance d'obtenir ce crédit-là sans passer par un courtier auprès de ma banque, mais j'ai mis 2 000 € sur l'ensemble du crédit. Ouais, pas grand-chose, quoi. Donc rien. Enfin, Ouais. je pense qu'il faut dire la vérité. Je Ouais, pense c'est que clair. c'est rien. Même pas les frais de Donc, notaire. ah non, c'était même pas les frais de notaire, c'est clair. Non, mais c'est pour ça que je dis qu'il y a plein de choses dans la vie. Tu as aussi un moment les planètes qui s'alignent Ouais, pour que c'est les vrai. projets se fassent. Et là, je pense que ça s'est fait malgré ce point épineux. J'avais ce côté défavorisant là. Par contre, j'avais un poste qui était très favorable avec une société où n'importe quelle banque savait qu'il y avait peu de risques, parce que ça, ils le mesurent aussi, alors pas que tu démissionnes, mais en tout cas qu'il y ait des licenciements ou qu'économiquement ça parte mal. Donc, je pense que ça a un peu, entre guillemets, rééquilibré la balance. Donc, pour l'obtention du crédit, on a réussi à se mettre d'accord. Et après est venu, en effet, les taux. Eh oui, parce que là, c'était le moment marrant pour les taux. Ils se sont dit, on va remonter un peu. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Ouais. Mais la grande surprise, ça n'a pas été que ça a été trop le discours là. Bon, je m'en souviendrai toujours. Elle m'appelle, on avait quand même bien avancé sur le dossier pour me dire, mais écoutez, finalement, votre projet, ce sera possible, mais uniquement avec un taux variable. Bon, là, arrêt sur image, je lui ai dit non, en fait, on ne fera pas ce projet dans ce cadre-là. Moi, je signerai pas avec vous, en fait, un taux variable. Donc on s'est rappelé quelques temps après, et on a trouvé plutôt un arrangement avec un prêt coup de pouce, vu que c'était aussi un premier investissement. Donc, on a fait un montage comme ça. Mais ouais, je pense que ça a été le plus long, en tout cas, ça a été de faire valider le crédit, de s'assurer que ça allait être OK malgré le profil que j'avais. Mais ce que je retiens, c'est qu'il faut essayer, parce qu'en fait, je me serais arrêtée à ce que je pensais et ce que t'écoutes autour de toi, mais il faut avoir X euros. Si t'as pas d'argent, tu peux pas le faire. Si t'as pas ceci. Bon, en fait, il y a des choses que tu peux faire, peut-être même sans avoir d'argent. Le chemin va peut-être être un peu plus long, va peut-être falloir aller voir plus loin et ailleurs, mais en tout cas, faut quand même. Enfin, c'est un peu ce que je retiens. Je pense qu'à ce moment-là, on m'aurait pas un peu bousculé pour quand même le faire. J'aurais aimé laisser tomber. En fait, c'est pas possible, quoi. Et finalement, tu trouves à un moment donné quand même quelqu'un, si ton projet il est viable, pour le faire, quoi. Ouais, puis ça marche quand même beaucoup au feeling avec les conseillers. On sait très bien qu'ils ont quand même une petite marge de manœuvre. S'ils croient au projet, en la personne, et qu'il y a en plus un bon feeling, il y a une bonne entente, des fois ça arrive quand même qu'ils aillent voir le directeur ou autre, qui justifie un peu le projet, la situation, l'apport, finalement qu'ils fassent passer le dossier aussi. Donc c'est vraiment... Il faut passer en résidence principale, non? Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais ça, c'est quasiment 80% des projets, je pense. C'est ce qui permet aussi je pense, de ne pas mettre d'apport, ou très peu. Oui, c'est ce qui a joué dans le... Si on est d'accord. Tu dis que c'est pour du locatif, non, c'est très compliqué. Oui, ça c'était aussi. C'est la petite technique. Le petit tips, le petit hack. Exactement. Mais je crois que même les courtiers, etc., le proposent assez rapidement. Quand on sent que le dossier il est un peu compliqué, que ça ne va pas passer sur de l'investissement. Si c'est pas très loin du secteur où il réside déjà,
de l'activité professionnelle, etc., ça se tente, quoi. Oui, tu peux le justifier en ouais. tout cas, ouais, c'est pas trop long. C'est sûr que si ça s'emborne de chez toi et de ton travail, bon, ça va être un peu plus compliqué, mais je pense que ça se tente aujourd'hui. Il y a quand même, nous, on le voit même sur les projets de nos clients, hein, on va pas dire à 90%, mais aller à 80%, ça passe comme ça. Hein. Ouais. Et après, le conseiller fait une assurance PNO. Donc bon, bah, il sait bien que... En fait, le problème, c'est pas le conseiller, c'est pas la banque. Le problème, c'est la caution. C'est la caution, ouais, c'est C'est vrai. les cautions qui sont regardantes sur l'apport, sur les conditions finalement derrière. Bah, elles prennent le risque. Hein. Oui, parce que le choix, il est généralement sur des petits montants fait en agence. Hein. Ouais, c'est vrai. Puis, oui, ça remonte pas, ouais, c'est clair. C'est vrai aussi que le fait que tu n'avais pas beaucoup de travaux, peut-être a facilité aussi le passage à l'action du conseiller en disant bon, il y a peu de risques. Ouais. Au pire des cas, je revends le même prix. Ou... c'est pas comme s'il y avait 50 000 euros de travaux ou 100 000 euros de travaux sur certains projets et que ton bien il en vaut 50 ou 60 000. Ouais. Enfin, non, mais c'est ça, c'est qu'en plus, c'était pas. Bon, là, c'est l'avantage d'être à Chalon-sur-Saône, hein, c'est que tu n'es pas sur des enveloppes qui sont énormes. Donc ça facilite aussi, en effet, le fait qu'ils acceptent certaines conditions. Mais c'est très bien parce que c'est aussi des villes comme ça qui te permettent, entre guillemets, de te lancer, même si tu n'as pas toutes les cartes en main dès le début. Pour commencer, je trouve que c'est bien aussi. Ouais. Et du coup, une fois que c'était rénové, ça a été assez vite. Tu as choisi quel type de location ? Globalement, pendant toute la recherche du bien, les calculs, parce qu'il y a aussi une réalité entre ce que tu vas calculer et ce que tu veux réellement faire, mais donc la stratégie, tous les calculs qui ont été faits, ça a été fait sur une stratégie long terme pour arriver quand même à l'équilibre. Enfin, et je conseille tous ceux qui voudraient investir de faire ce scénario-là, peu importe ce qu'ils font après, mais voilà, au moins tu sais que dans ce scénario-là, tu es au moins à l'équilibre. Après, en fonction de l'objectif que tu en veux, dégager du cash flow ou faire du patrimoine, je pense que tes stratégies, elles aussi un peu. Ouais. L'idée première, moi, je suis pas sûre que c'était vraiment spécifiquement de faire du cash flow. Après, connaissant des gens dans la location courte durée, plus l'avènement qu'il y en a, parce qu'il y a quand même un truc qui est très à la mode aussi, c'est qu'on entend de plus en plus parler. Je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc ça s'est orienté plutôt là-dessus dans la réalité. Maintenant, ça s'est orienté là-dessus directement. Ouais. C'est-à-dire que dès que je l'ai mis, dès qu'il était prêt, il a été mis pour de la courte durée. Donc j'ai fait de la courte durée pendant 1 an. 1 an et demi même, on va dire, une bonne année et demie. Bon, bah, c'est sûr que c'est de la poudre aux yeux. Hein. La location courte durée, c'est très profitable, c'est fantastique. Enfin voilà, ça fonctionne, ça c'est une réalité, ça fonctionne. En tout cas, ça fonctionnait. Il y a une concurrence accrue maintenant, peut-être que les chiffres sont plus les mêmes, mais il y a aussi un revers de la médaille qu'il faut quand même tout de suite être au clair avec ça, c'est que c'est chronophage derrière, en fait. C'est pas de l'argent passif, ça c'est ce qu'on dit, voilà. Ouais. Hein, mais... Tu gardais la gestion toi-même ou tu l'avais délégué une conciergerie ? Non, voilà. Alors moi, c'était un mix un peu de tout. Mais en tout cas, je suis pas passée par une conciergerie, pas du tout. J'avais quand même quelqu'un qui s'occupait d'une partie de la com voyageur. J'avais un prestataire de ménage, mais c'est moi qui étais en direct avec pour tout ce qui était gestion du linge, gestion du ménage, gestion du planning. Donc du coup, je l'avais délégué puisque moi j'étais partie à Dijon entre-temps, mais pas totalement. Et juste ça, c'est quand même très chronophage. En plus, il y a une réalité, c'est que Airbnb aime la réactivité. Donc si tu ne réponds pas vite, les plateformes de location courte durée, pour ne pas citer que elles, mais en fait, faut toujours que tu sois là. Enfin, je veux dire, demain, si tu as un job prenant ou si tu es en déplacement, j'en sais rien, ou événement familial, peu importe ce que tu veux, en fait, c'est pas ça ta priorité. Ta priorité, que tu sois une conciergerie ou que tu sois propriétaire qui gère en propre son bien, c'est ton voyageur, en fait. Et tu as quand même toujours des choses qui peuvent t'arriver. De toute façon, moi, la plus belle anecdote et celle qui m'a fait quand même remettre un peu en cause, il y en a plusieurs, mais la location courte durée. Ça a été un jour où j'étais en réunion professionnelle, donc pas avec mon téléphone perso. Je sors de cette réunion, je vois mon téléphone, 10 appels, c'était une réservation booking. Aïe. Bon,
Je rappelle cette personne, de toute façon, ça va déjà mal commencé, il ne trouvait pas la porte d'entrée. Hein. Donc déjà là, tu sais que ça va être compliqué, tu vois. Et donc, du coup, il me dit non, mais c'est bon, j'étais coincée, mais j'ai réussi à sortir. Les clés sont dans la boîte. Je me dis ok, passons. Et là, mon prestataire de ménage arrive. Bon, en fait, la porte était complètement exposée, la porte d'entrée. Donc, c'était soi-disant retrouvé coincé à l'intérieur. Il avait réussi à rentrer pendant 2 jours, mais là, au moment du check-out, il n'arrivait plus à sortir. C'est quand même fou. Et donc, du coup, Ouais, non, mais c'est plutôt l'inverse, généralement. voilà, T'arrives pas à rentrer chez toi, mais sortir, c'est... Donc, je me suis retrouvée avec une porte en plein mois de juillet, hein, donc sur un des plus gros mois de l'année, quand même, explosée. Sur Booking, donc j'ai bien précisé que c'était Booking. J'ai fait aussi l'erreur de ne pas, moi, mettre une caution parce que c'est pas automatique comme avec Airbnb. Donc, ça a été un des points qui m'a quand même fait un peu réfléchir. C'est pas tant le voyageur et ça peut arriver que les voyageurs abîment le logement, mais on va être clair, c'est 5-10% de tous les voyageurs. C'est plutôt la dépendance des plateformes et le fait que les plateformes favoriseront toujours le voyageur, alors qu'elles vivent aussi grâce au logement qu'il y a sur leur site. Mais du coup, voilà, en fait, tu te retrouves très rapidement dépendant. En tout cas, quand tu prends que cette stratégie de location courte durée, tu choisis d'être dépendant et au gré des volontés de ces plateformes-là. C'est-à-dire, si tu as trop de mauvais avis ou si tu as eu un pépin, ça peut arriver à tout le monde. Avec ton prestataire de ménage, parce que ça c'est une réalité, que ce soit des propriétaires qui trouvent leur pépite tout seuls ou des conciergeries, tu as toujours un moment donné où il arrive des imprévus sur le ménage, où tu n'as pas une qualité qui est au top. Voilà, ça peut vite être l'engrenage où après Airbnb choisit de moins de favoriser et après ça crée forcément moins de remplissage. Donc, je pense que si tu passes sur une stratégie de courte durée, il faut quand même toujours que tu aies en tête de pouvoir basculer sur un autre fonctionnement et que ça passe dans ta rentabilité ou en tout cas de. Ah oui, pour moi, enfin, après, ça dépend de chacun. Moi, j'ai déjà un sérieux problème avec l'autorité. Donc, le fait que qui que ce soit, même Airbnb, m'explique que toi, ton logement, si tu veux, on va pas le mettre on le mettra pas parce qu'il y a ci, il y a ça. En fait, ça m'irrite le poil. Hein, tu vois. Donc, du coup, ça, c'est personnel, mais ça joue aussi dans le fait que faut jamais être dépendant d'un unique truc et c'est un peu ça aujourd'hui mon retour, en tout cas sur les plateformes courte durée. Mais il y a beaucoup aussi de logements ou de propriétaires qui font des sites internet à côté et qui renvoient soit au premier contact la personne sur leur site ou même sur le Bon Coin qui mettent en courte durée plutôt sur cette plateforme-là, justement pour plus être tributaire non plus de Airbnb et Booking, quoi. Donc, on voit quand même que les gens utilisent Airbnb et Booking, mais essayent de trouver aussi de leur côté des stratagèmes pour être un peu plus libre, quoi. Ils le font surtout parce que financièrement... Après, c'est au black, je crois. Ouais, il y a un côté financier, mais il y a quand même un truc qu'on ne peut pas enlever à Airbnb, c'est quand même leur assurance qui, pour le coup, sont... Bon, t'as un pépin, tu sais quand même qu'ils sont derrière toi. Alors ok, hein, parce que tout le monde met une petite pièce à chaque fois qu'il utilise Airbnb pour ce gros pot commun, mais néanmoins, c'est quand même ça, c'est un côté rassurant pour le propriétaire, parce que ça peut très bien se passer. Et dans la majorité des cas, ça se passe très bien, mais il suffit d'un pépin où t'es pas assuré, c'est quand même une partie de ce que tu avais gagné sur le mois qui part là-dessus. Enfin, après, si tu veux, quand on te dit que tu peux te faire plein de cash flow avec Airbnb, j'ai envie de dire oui et non. En fait, quelles dépenses vont aussi être engendrées avec une location Airbnb et combien tu as mis dans des réparations ou dans des changements de meubles ou dans l'énergie. Enfin, là, on peut en parler 2 secondes, mais l'énergie, moi, je suis arrivée sur mon appartement, je pense que j'étais à une centaine d'euros par mois. Je suis montée à 200 € après un premier hiver en location courte durée. 100 € de plus, c'est pas négligeable. Quand en parallèle, tu as une expansion des offres sur le marché, ton prix de la nuitée, il est un peu, soit tu es obligé de le descendre, en tout cas, il faut jouer avec le marché. Donc, je pense que c'est une bonne solution. Par contre, l'écart tend vraiment à se rapprocher entre de la longue durée, de la moyenne durée et de la courte durée en fonction du bien que tu as. Moi, c'est un bien qui a été rénové proprement, qui est meublé proprement, mais c'est pas un bien à thème, c'est pas un bien atypique. En tout cas, quelque chose qui peut être un critère valorisant en plus pour la location courte durée, en tout cas. Et aujourd'hui, du coup, il est toujours en courte durée? Est-ce que tu jongles entre 2 types de location avec peut-être la moyenne durée? Comment tu t'organises aujourd'hui sur cet appart?
Oui, j'ai eu un moment de réflexion sur la moyenne durée, donc ce qu'on appelle le bail mobilité de 1 à 10 mois, qui est plutôt réservé soit pour des étudiants, des professionnels en transit, des choses comme ça. Donc, je trouvais que Chalon s'y prêtait plutôt bien parce qu'on a quand même un bassin économique où il y a beaucoup de monde qui passe, soit pour des stages, soit pour du pro, mais qui s'installe pas finalement. Donc du coup, j'ai essayé ça l'été. On est en 2024, donc cet été en fait. Cet été, j'ai trouvé des stagiaires là, qui étaient là pour une durée de 4 mois. Donc le bail mobilité, c'est un bail où le loyer comprend tout. Hein, donc vous comprenez bien tu comprends bien toutes les charges de l'électricité, l'internet. Enfin voilà, tu lui fournis clé en main finalement un peu comme du Airbnb, mais c'est simplement que ça t'assure un côté plus fixe en tout cas et un peu moins d'imprévus, moins de charge mentale en fait, je dirais, que de la courte durée. J'ai réussi, moi, à louer à un prix quand même relativement correct, puisque je l'ai loué à 900 €, donc ça englobait vraiment la totalité des charges que je pouvais avoir, vraiment jusqu'à la taxe foncière, quoi, laissée sur l'année. Donc c'était plutôt. C'était un beau. C'était bien fait, voilà, très bien fait. Donc du coup, j'oscille un peu entre les deux parce que ça dépend quand même de la demande, ça dépend des moments. Là, j'avais facilement trouvé quelqu'un. Cet hiver, je l'ai remis sur le bon coin pour trouver du monde en moyenne durée, mais là j'ai eu moins de demandes, donc quand c'est comme ça, je rebascule sur de la courte durée. Enfin, je jongle un peu entre les deux. Je pense qu'il y a vraiment la catégorie des professionnels qui n'est pas à négliger. Ça peut même être de se renseigner soit auprès des entreprises, soit auprès d'organismes qui ont besoin un peu d'un vivier de logement pour leurs stagiaires. Enfin, il y a plein de choses qui existent comme ça auxquelles on ne pense pas. Encore il n'y a pas longtemps, je discutais avec quelqu'un qui était plutôt dans le milieu judiciaire de manière large et il me disait qu'en fait, ils avaient des organismes en fonction quand il y a des stages à faire ou pour les formations et qui renvoyaient. Donc, c'est plein de trucs auxquels on ne pense pas, mais ça peut être aussi une façon de proposer son logement autrement si on veut faire de la moyenne durée. Oui, il y a les sociétés de relocation aussi. Oui, c'est vrai. Qui sont plutôt efficaces et qui cherchent en fait souvent des logements en moyenne durée. Oui, parce qu'en fait, généralement, quand ils ne trouvent pas, sinon ils rebasculent sur Airbnb et puis ils prennent le logement peut-être un mois où ils essayent de jongler un peu avec d'autres moyens pour quand même caser leurs stagiaires qui arrivent. Qu'est-ce que tu appelles relocation du coup? Il y a des agences qui quand par exemple. Qui s'occupent des mobilités en fait, des personnes. Oui, c'est ça, qui sont en transit sur 2 villes, par exemple. Par exemple, quelqu'un qui est muté de, je sais pas, d'Aix-en-Provence à Dijon, en fait, son entreprise va mandater une agence de relocation pour trouver un logement pour cette personne-là pendant X temps, si c'est un CDD, etc. Et c'est plutôt efficace. Et eux, je sais qu'ils galèrent justement à trouver des logements. Je savais pas que ça avait ce nom-là. Donc ça s'appelait une agence de relocation. Relocation, c'est plutôt pour les expats qui reviennent en France, par exemple. Aussi, ça les agences de relocation. Typiquement à Dijon, il y a Bourgogne Mobility. Je crois eux, voilà, ça j'ai en tête, mais pour moi, je vois ce pas, mais ok. Et ils m'avaient contacté justement, et c'est dans ce cas-là que j'avais contacté Domenico pour trouver quelque chose. Parce qu'eux, ils sont tributaires du marché, en fait. Et c'est marrant parce que eux, moi, il me semble que je les ai contactés. Hein. C'est Bourgogne Mobilité Event ou... Non. Il y a Dijon Event. Non, mais Bourgogne Invest, pardon. C'est pas Bourgogne Invest, c'est pas à travers eux. Bourgogne Invest, eux, en fait, ils gèrent les implantations de sociétés, les installations sur le long terme des sociétés, etc. aussi. Non, je regarderai, mais alors, je pensais que, parce que moi, j'avais contacté la nouvelle cellule là, qui s'est installée, ceux qui cherchent plutôt des entreprises, à faire venir des entreprises sur le territoire, mais ça doit être lié à eux, non, quand même? Non, pas spécialement, je crois. Parce que vraiment, Bourgogne Mobility, c'est vraiment pour tout type de société, tout type de situation. Ils ne bossent pas qu'avec des sociétés, je crois, en plus. Tu peux les contacter, par exemple, pour les expatriés. Ils peuvent les contacter pour qu'on leur retrouve un pied à terre quand ils arrivent en France. Ah oui, donc c'est plus large. Ok, d'accord. Clair. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu en tires comme avantage et inconvénient des deux, puisque tu as pu tester un peu la courte durée, la moyenne durée, les inconvénients les plus embêtants sur les deux et les avantages sur ces deux types de location aussi?
Bon, bah, l'avantage sur la courte durée, c'est clair, hein, c'est le fait que c'est plus rentable, plus profitable. Allez, la flexibilité du calendrier, si tu veux utiliser ton bien de temps en temps. L'assurance d'être payé, on peut le mettre en avant. Moi, personnellement, pour l'instant, je touche du bois, mais c'est pas un des avantages personnellement qui ressort pour moi, parce que sur les autres modèles, ça s'est bien passé aussi. Donc ça, c'est les gros avantages. L'inconvénient, si tu le délègues pas, après, il faut encore une fois accepter dans tes calculs de t'impacter à 20%. Mais en tout cas, si tu gères toi, c'est accepter que c'est du temps en fait. Ce n'est pas quelque chose c'est pas de la création de valeur entre guillemets vraiment passive. Tu dois être présent quotidiennement pour ton bien. Même au c'est téléphone. Oui, Parce que vraiment, nous, on le voit, on vous voit. Non mais c'est ça, ça s'arrête pas. C'est constamment des messages, des appels, parce que c'est le week-end, c'est les soirées, parce que finalement ils arrivent entre 17 et 20 heures. Ils ont un problème tout de suite, ils ont le réflexe de t'appeler, pas forcément de gérer le problème par eux-mêmes. Donc c'est hyper prenant et finalement, on en parlait la dernière fois avec Vincent, on se demandait si c'était vraiment rentable de garder la gestion que de payer 20% une conciergerie qui va s'en occuper complètement, tu vois. Par rapport au temps passé, aux allers-retours et à la gestion quotidienne, même ta charge mentale finalement. Et on n'est pas sûr que c'est pas plus rentable de le déléguer à une conciergerie que de le faire soi-même. Oui, si t'es pas à côté, c'est toujours qu'est-ce que tu veux faire, comment tu as le temps en fait. C'est est-ce que tu es ok de te dire je me délaisse entre guillemets de 20%, mais ces 20% représentent sûrement le temps que ça n'annule pas la cause, et toujours la même, il y aura toujours ce même temps qui est dédié. Soit c'est toi qui le prends et tu préfères l'aspect pécunier et tu te gardes tes 20%, soit tu le délègues. Ça c'est sûr, mais dans tous les cas, il y a du temps. Les conciergeries digitales, les robots qui répondent, ça fonctionne pas, soyons clairs. Peut-être dans 6 mois, 1 an, on sera plus au point, mais il y a tellement de détails particuliers à chaque bien que je suis pas sûre que demain une intelligence artificielle pourra prendre la totalité de la communication, même si à mon avis ça va tendre à s'alléger quand même. Mais donc pour moi c'est le plus gros inconvénient, mais voilà, c'est des plus, des moins à faire. Sur la moyenne durée, l'inconvénient c'est peut-être de trouver un locataire, je dirais, parce que voilà, il faut aller faire des allers-retours pour trouver un locataire, des choses comme ça. Sur le reste, je touche du bois, mais ça s'est très bien passé la première fois. On m'a pas appelé une seule fois. Le logement, j'ai fait une visite pendant qu'ils étaient encore là, il était nickel. Donc du coup, tu as aussi un peu la garantie Visal, tu as des garanties qui te permettent de te rassurer sur le côté est-ce que je vais vraiment être payé et autres. Et je trouve que c'est encore très peu connu. Tu vois, le bail mobilité, t'en parles, personne ne connaît. C'est encore très peu connu des professionnels, des plateformes et en même temps des particuliers aussi. Je suis pas sûre que tu vois les sociétés, elles pensent à ça quand elles disent mon salarié, je vais le muter ou je vais lui dire de faire un stage là-haut pendant 6 mois. Je suis pas sûre qu'elles pensent au bail mobilité tout de suite. Non, je pense pas non plus, et les étudiants non plus, parce que de mémoire c'est entre 30 et 300 jours par an. Le bail mobilité, et tu vois, même pour un étudiant, il vient en septembre, il repart en juin, ça y est, t'as fait tes 9 mois quoi. Ouais, c'est vrai. En sachant que de mémoire, si par exemple en fait c'est comme un CDD, c'est date de début, date de fin. Si ta date de fin tu la mets à 6 mois et tu te rends compte qu'en fait il faut que tu restes 3 mois de plus, tu as le droit pendant une fois durant ton bail de faire un avenant pour décaler. Et c'est quand même assez flexible une fois. C'est sûr, pour moi tu peux pas le prolonger. De mémoire une fois. Ah ouais. Tant que ça dépasse pas les 300 jours. Non, voilà, d'accord. Oui, c'est ça. Oui. Ok, oui, un petit critère, parce que tu as quand même la deadline maximum 10 mois, oui, tu peux pas. Oui, tu peux pas renouveler, mais si tu prends 6 mois, tu peux prendre 7 mois. Quoi. Si jamais tu dois prolonger, en gros, c'est ça. Mais oui, je pense que c'est pas assez connu et que c'est aussi en fonction les critères sont aussi plus ou moins restreints. À partir du moment où tu proposes que du bail mobilité, tu te coupes aussi d'une partie de la population. Mais bon, c'est le jeu. Tu cibles différemment. Mais moi, sur ceux qui sont venus, tu vois, il y en a, je pense, qui connaissaient pas trop dans ceux qui ont visité le bail. Ils n'ont pas choisi cet appart, mais enfin le mien.
Mais c'était des kinés qui s'installaient. Eux, je pense que, tu vois, il n'y avait pas de critères. C'était un déplacement géographique volontaire. C'était pas une mutation. Enfin, et eux, je pense qu'ils n'auraient pas répondu aux critères. Ils voulaient sûrement quelque chose quand même, pas de longue durée, mais en tout cas, ça répondait pas aux Pourquoi ils critères. t'ont contacté dans ce cas-là? Parce que les gens lisent pas l'annonce, ou même les gens lisent pas les annonces Airbnb. Enfin, du coup, ils te... Ah bon, 12 mois, c'est pas possible. C'était marqué. Oui, alors de toute façon, ça c'est pour tout. Hein. Tu mets une chambre en colocation, ils t'appellent parce que pour 450 balles, ils veulent 90 mètres carrés. Enfin, les annonces sont pas lues en général. Hein. Enfin, clairement, non mais c'est vrai, on a tout dans le cadre. Et tu ne trouvais pas, même en louant 12 mois, un prix assez élevé par rapport à faire de la courte durée? Je m'y retrouvais pas sur la moyenne durée? Ouais. Par exemple, typiquement, souvent en longue durée, mais au prix de la courte durée. Ou au prix de la moyenne durée. Attends, tu peux reprendre là? En gros, tu fais 900 € par mois, ton appartement, mais avec un bail classique. Typiquement ce kiné-là, genre si tu le loues en mais le problème, c'est que Enfin, c'est pas un problème d'ailleurs, c'est que moi, je veux pas qu'il reste 110 ans chez moi. J'en sais rien, tu vois. Je sais pas trop si j'ai envie si j'ai pas envie d'avoir un peu la main sur mon calendrier. Oui, parce que du coup, ça t'oblige à, s'il reste un an, t'es bloqué pendant un an. Ouais, t'es bloqué pendant un an, puis il faut être sûr du... Parce que, à la limite, ça se passe mal sur un bail mobilité que t'as mis 6 mois, tu sais que la peine va être de 6 mois. Quand tu prends la location longue durée, que je pourrais sûrement proposer au même tarif que la moyenne durée, si malheureusement tu tombes sur une personne qui veut pas payer, ou j'en sais rien, ou qui prend pas, qui fume dans le logement, enfin, donnons un truc... classique. Un exemple classique, voilà, merci. Et t'es un peu coincé, quoi. Ouais, parce que là, il n'y a rien qui limite dans le temps. Ouais, donc ton choix, c'est surtout pour de la flexibilité. Ouais. Mais je tends à... Là, tu vois, entre les deux, j'ai repris un peu la courte durée. Je suis quand même pas hyper satisfaite. C'est bien, mais pareil, parce que la prestataire de ménage que j'ai retrouvée, ça m'a doublé le prix entre mon ancien prestataire aujourd'hui. Donc, bon, ça impacte aussi quand même sur tout ce que t'encaisses. Tu vas quand même en donner une partie. Alors, ok, on va en revenir tout à l'heure, mais est-ce que c'est pas plus intéressant? Si, voilà, c'est des choix du temps de... Mais je me dis, ça se trouve... vraiment, il faudrait lisser le calcul sur une année et voir, moi... Je sais que ma première année s'est très très bien passée. Enfin, vraiment, c'était presque, soyons clairs, l'Eldorado. Enfin, je veux dire, ça se remplissait très bien. Il y avait un flux continu. Le début de la deuxième année, c'était quand même beaucoup plus compliqué. Enfin, pas plus compliqué, c'est un grand mot. On dirait que c'était un malheur, mais c'était moins rempli quand même. J'ai vu une certaine baisse des réservations. Et ben là, du coup, déjà que tes réservations elles baissent un peu, que tu ordonnes une bonne partie à ton prestataire de ménage, s'il te fait en plus un peu des conneries que tu rembourses, hein, parce qu'il ne faut pas oublier ta part de personnes que tu vas rembourser s'il arrive quelque chose dans ton logement qui est quand même existante. Hein. Donc là, c'est 2 jours de monopoliser, Airbnb te reprend l'argent puis tu dis merci. Hein. Donc, du coup, mais c'est le jeu, hein, je veux dire, s'il y a des critères qu'on pas... Enfin voilà, si le logement n'était pas prêt pour un voyageur. Donc du coup, tout cumulé en fonction de... C'est des calculs qu'il faut faire. Moi, la deuxième année, c'était bien, mais c'était plus aussi intéressant que ça. Et tu l'expliques, ce décalage entre la première et la deuxième année? Je pense que Airbnb déjà aime favoriser les nouvelles annonces. Je pense que moi, je suis typiquement sur le bien facile à investir. Hein. Moi, je suis pas la seule à investir. Hein. Je pense qu'il y en a plein aussi qui font ça et qui investissent dans la pierre et qui ont raison, hein, qui continuent. Mais du coup, ça fait qu'à mon avis, il y a dû avoir plus d'offres sur Chalon. Tu as quelques mauvais commentaires, tes derniers commentaires qui sont peut-être liés à un ménage mal fait et tout, tout de suite tu régresses, un petit peu en tout cas dans ta visibilité sur la plateforme. Donc je l'explique moi par ça. Il n'y a pas d'explication là, tu vois, on a tenté de se dire, j'ai toujours laissé mon calendrier ouvert à partir d'une nuit. En me disant Chalon, il y a beaucoup de stops en fait qui sont sur la 6 et tout. Voilà, c'est clair. Et c'est juste une halte. Les gens s'arrêtent pas pour se balader sur le quai de Saône. Donc du coup, voilà, t'es obligé un peu d'ouvrir à la nuit. Et là, j'ai essayé. Bon, ça a marché là. Je sais pas si ça marcherait à chaque fois. Faudrait qu'on essaye. De se dire, ok, on bloque on met un minimum de 5-6 nuits. Et on voit ce que ça donne. Et en fait, du coup, je pense que mécaniquement, ça te fait remonter sur des gens qui cherchent des séjours plus longs.
Donc des professionnels ou enfin voilà, j'ai pas assez fait ça pour te dire ok c'est vraiment ça qui fait que j'ai eu quelqu'un parce qu'il y a quand même beaucoup de pros à Chalon. Enfin c'est une réalité, il y a beaucoup de passages. Ouais, c'est Mais vrai. comme à Dijon, enfin voilà c'est quand même des villes où il y a la part de professionnels est importante. Et du coup j'ai eu quelqu'un là pour 3 semaines. Donc voilà, mais il faudrait réessayer pour se dire ok cette technique-là elle te permet de finalement remonter plutôt que d'être dans le une nuit comme tout le monde. Mais en fait, Faut tester tout le temps, en fait. Faut tester, voilà. Ouais. Là, l'avantage d'une conciergerie, c'est ça aussi, c'est que tu peux quand même avoir un accompagnement, parce que, ok, il y a la partie très opérationnelle, il faut gérer le bien et tout ça, mais juste ce côté aussi un peu plus technique et expertise par rapport aux plateformes, je pense qu'il sera de plus en plus nécessaire. Ouais. Avec tout ce qui se passe, d'accompagner de gens. Ouais, voilà. Franchement, on voit Airbnb entre ce qu'on avait en 2022, même quand tu as commencé, et Airbnb aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Ça évolue pas mal. Et vite. Hein. Ouais. Oui, ils vont vite. Enfin, voilà. Puis ça va vite. Parce que je pense que je ne saurais pas dire Airbnb, ça fait longtemps que ça existe en France, mais à quel moment il y a eu une tendance à se dire on investit, on fait de la location courte durée. Je ne sais pas à quel moment ça a commencé à être un discours je trouve que ça se généralise en fait. Les gens vont plus vite s'orienter sur cette stratégie-là qu'une autre. C'était un peu avant le Covid. Aujourd'hui encore plus, parce que vu que tes taux ont augmenté, si tu veux avoir du cash flow ou être à l'équilibre, déjà tout le monde te parle de Airbnb parce que c'est ce qui te rapporte plus d'argent, c'est vrai, mais t'as pas le choix en fait. Parce que quand tu vois que la moitié de ta mensualité c'est de l'intérêt, l'autre moitié c'est du capital, quand sur un T2 t'as des mensualités à 800 balles. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est aussi que tes choix sont restreints. Donc, du coup, je pense que tout a un impact et ça fait que, aujourd'hui, tu as plus de personnes sur Airbnb. Mais c'est là où le contre-pied va se faire, peut-être pour certains logements, de se dire, finalement, c'est peut-être pas si intéressant d'aller me remettre sur le marché de la longue durée. Mais je pense qu'il y a clairement un truc à faire avec la moyenne durée. Ouais, parce que très peu de gens connaissent. Ouais, après, il y a moins de demandes aussi, mais... Oui, c'est plus spécifique, tu t'adresses plus du tout à la même cible. Même, je pense, mettre sur Airbnb, comme tu as dit, à partir de 5 jours, ou même mettre des prix intéressants au mois. Genre, tu mets à 1000 balles le mois, ça peut être pas mal pour certains. Oui, c'est ça. Après, il faut être aussi en capacité de se dire, ce mois-ci, si ça rate, tu vois, si ça ne matche pas, potentiellement, je perds 15 jours, 3 semaines sur le mois où j'ai pas de résa, quoi. Non, mais c'est pas ça, c'est que tu laisses au pire tes nuitées classique, et puis tu dis que pour 30 jours, ça fait tant au total. Oui, ok, d'accord. Parce que si tu bloques et que tu dis 5 nuits ou 7 nuits minimum... Oui, par contre, si tu te mets un minimum, tu loupes ceux qui auraient pu être sur 3 nuits. C'est un choix qu'il faut te dire. C'est pour ça que je te dis, moi, je plébiscite pas ça, j'en sais rien, j'ai essayé une fois. J'ai essayé plus d'une fois pour dire, ok, il y a un truc à faire avec ça. Bon, là, peut-être que pour pour commencer, c'est peut-être pas la meilleure solution. Ah non, j'aurais pas fait ça au démarrage, on m'aurait dit tiens, viens, on fait minimum 15 nuits. J'aurais dit non. Mais il y a un côté moins chronophage aussi quand tu fais ça. Et puis ton ménage, il est fait qu'une fois toutes les semaines ou tous les 15 jours, donc ça coûte moins cher aussi. C'est ça un peu peut-être la limite de Chalon, je dirais, c'est que tu es quand même bien obligé de faire une nuit quand même. Ouais, parce que c'est de passage. C'est une ville qui est de passage, et donc là, il faut accepter que du coup, tu auras des charges de ménage en plus, ou du ménage à faire en plus, en fonction de ce que tu veux faire. Et le minimum de nuit à Chalon, je pense que c'est un peu plus... Ou alors, tu acceptes d'avoir moins de résa. Tu te dis, il y a une multitude de techniques, mais Ouais, c'est vrai. Et là, on le voit, nous, le dernier projet de nos clients sur Chalon, c'est que des réservations d'une nuit là, pour commencer. En plus, il y a eu un tarif un peu plus avantageux, etc. Mais c'est que ça, c'est une nuit par une nuit, là, c'est vrai. Ouais, c'est beaucoup de nuits. Et si tu demandes aux gens, c'est des gens qui vont dire moi je descends en Espagne, je sais pas où et je m'arrête. En Suisse aussi, il y en a pas mal qui redescendent par là. C'est un vrai point de halte. C'est vrai. Et alors, tu vois, hier, en parlant de Chalon, là, comme ça, hier, j'ai découvert une autre plateforme, parce que tu sais qu'on n'arrête pas les plateformes. Et donc là, rien à voir, c'est Home Exchange, je sais pas si vous connaissez, c'est de l'échange de maison, mais ta maison, en fait. Tu échanges ta maison avec quelqu'un d'autre et tu pars en fonction de ça.
Et donc là, j'ai des amis qui ont essayé le concept qui est plutôt bien fait. Hein. Ils ont fait leur première expérience, ils ont échangé réciproquement. Donc là, ils ont été dans la maison et les personnes de l'autre maison sont venues chez eux. Et après, tu as un autre système. Donc, ils ont été malins, cette plateforme vraiment de gamification où tu as des points. Et après, tu génères des points en fonction de si tu fais louer ta maison ou si toi tu pars à un endroit, parce que tu peux aussi partir dans des maisons même si tu ne loues pas réciproquement. C'est-à-dire que j'en sais rien, tu vois une annonce, la maison, je te donne un exemple, la maison à Val Thorens, c'est n'importe quoi, c'est l'hiver à Val Thorens. Il y a quelqu'un qui propose son appartement au mois de juillet, on dit n'importe quoi. Mais par contre, lui, il ne veut pas aller chez toi. Par exemple, à Chalon-sur-Saône, par exemple, bon, il y a moins envie que Val Thorens, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, voilà. Et ben, c'est quand même possible, tu peux quand même y aller, mais là, tu utilises tes points. En fait, tu collectes des points, donc j'en sais rien, tu as X points. Et ben, tu donnes des points contre ta nuit, donc il n'y a pas d'aspect argent, pécunier. Et par contre, toi, tu récupères des points si quelqu'un vient chez toi, mais que tu échanges pas réciproquement. Là, tu cumules comme ça des points. Et donc là, elle me disait, attends, ça j'aime, enfin moi je me suis dit, mais encore un nouveau truc qui sort. Ils ont eu des gens, par contre là tu es obligé d'avoir un certain minimum de nuit, hein, c'est pas fait pour du transit. Ben, des gens qui étaient quand même sur la plateforme, qui lui ont écrit qu'ils le prenaient pour 3-4 jours, mais qui n'allaient s'arrêter qu'une nuit, parce qu'ils étaient en transit sur leur chemin de vacances et qui remontaient. Et comme ils sont sur cette plateforme, et si tu veux que cette plateforme, bah, c'est gratuit, ils ont échangé des points, des tokens, enfin je te dis n'importe quoi, 100 tokens pour dormir à la place de payer 100 € ou 150 € parce que c'est une famille. Ah, c'est leur coût zéro, quoi. Ouais. Non, on revient au troc. Hein. Eh ben ouais, non mais enfin, et en plus moi je trouve le modèle vachement, enfin franchement, si t'as envie, encore une fois, faut être à l'aise avec le fait de partager ta résidence, c'est incomparable avec du Airbnb, c'est pas trop lié à de l'investissement, mais tu vois, tu as quand même des gens qui sont potentiellement des clients de la courte durée ou de l'hôtellerie qui vont sur ces plateformes-là. Qui utilisent cette plateforme. Comment gagner de l'argent cette plateforme? Tu as un abonnement de démarrage quand même, qui est de 150 ou 160, et après, je sais pas, je suis pas dessus. Mais j'ai bien envie d'aller voir quand même. Ouais, c'est vrai que mais c'est hyper je suis curieuse d'aller voir, et il y a quand même tout ce concept qui du coup entraîne les gens, parce que tu vois, moi, l'ami que j'ai qui m'en a parlé, c'était je vais te parrainer. Enfin, tu vois, il y a un jeu qui s'installe. Enfin, ils ont fait tout un système qui est assez. Oui, parce que si tu veux des points, voilà, il faut que tu parraines, il faut que. Ouais. Il y a tout un petit système qui se crée pour capter des points. Ouais. Donc. Mais en même temps, je suis pas surprise parce que, finalement, tu vois, alors je sais pas si c'est exactement ça. Mais il y a de plus en plus de locations où tu vas chez les gens. Et puis si tu fais un peu de l'entretien, genre tu arroses les plantes, tu t'occupes du chat, bah tu payes moins cher. Non mais c'est vrai, il y avait un peu... Ah oui, ça je connais un peu, mais ça m'étonne pas que ça marche. Et j'en avais surtout entendu parler, c'était pour les gens qui allaient à l'étranger. Tu vois, tu prends la maison, par exemple, c'est des étudiants, ils vont à l'étranger, les gens sont pas là, c'est leur résidence principale. Et bah, si tu t'occupes un peu du chat et tu t'occupes un peu des plantes, tu payes moins cher ou tu t'arranges comme ça. Et donc, du coup, ça m'étonne pas que là, ce soit vraiment de l'échange de résidence principale. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. C'est vieux comme le monde, hein. Ouais. Ah, c'est vrai, Vincent. Mais c'est sûr que ça peut faire de l'ombre quand même à des plateformes comme Airbnb si jamais c'est plus intéressant financièrement en tout cas. Je pense pas que ça en grappille beaucoup, mais tu vois, c'est surprenant c'est quelqu'un qui se dit sur son budget, ben je peux faire ça, je préfère faire comme ça que. Ouais. Moi, si j'ai pas envie d'arroser les plantes du mec chez qui je vais, je vais pas pour ça. Mais si c'est juste arroser les plantes, t'occuper du chat. Non, enfin, alors après, moi, j'adore les chats, donc ça oui, mais tu peux bien aimer les chats. Je sais pas si ça me dérangerait, moi non plus, en fonction de l'opportunité que ça peut être, tu vois, parce qu'il faut tout prendre en compte. Les plantes, dans quel environnement sont-elles? Si la piscine à débordement un peu plus loin, je pense que tu peux dire oui. Mais pour 50 balles la nuit, tu vois, à un moment donné, j'arrose les plantes 2 fois par jour, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est vrai, je pense que tu vois, attends, imagine un appart bien placé. Genre, tu vois, dans une ville où il y a un peu de demande et les prix sont assez chers, moi aussi, je pense que je suis capable de donner un coup de main sur un truc en échange de l'appart, quoi. Ouais, je sais pas, moi, pas trop.
Ouais, ça Ouais. dépend de Ouais, ton cadre ouais, de c'est vacances. clair. c'est aussi le fait que moi je préfère quand je vais dormir quelque part me dire que C'est pas chez les gens. chez les gens. Ah en fait. ouais. Ouais, il y a ça. Oui, alors que là, Ouais. c'est le concept, quoi. C'est vraiment Ouais, d'aller dormir exactement. chez les gens, donc il faut déjà être OK avec ça. Ouais. C'est clair. Oui, par contre, c'est vrai que c'est un peu chelou. Ben, c'est ça. Tu dors dans le lit où les gens dorment. Enfin, ouais, il y a leurs affaires qui sont là. Ouais, c'est T'as ça, la, c'est ça. limite la photo de Je famille dans le préfère salon. typiquement un Airbnb Où c'est où neutre. c'est un peu plus neutre, effectivement. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est différent. Voilà, c'est ça, oui, c'est différent. Et ben, on peut peut-être passer à la petite partie questions-réponses. Rapide. Hein. Ouais, le but, c'est que ce ça, soit hein. hyper Faut pas dynamique. réfléchir, là. OK. Exactement. C'est un peu au tac, quoi. Je le fais ou tu veux? Vas-y, je t'en prie. T'es prête? Je suis prête. C'est Et ben, location courte durée ou longue durée? courte durée, Conciergerie ou gestion soi-même? gestion soi-même, Appartement centre-ville ou maison à la campagne? maison à la campagne. Rénover soi-même ou faire appel à des artisans? Faire appel à des artisans. Airbnb ou Booking? Ben, faut aller vite, Booking. Intéressant. Je m'arrête juste, mais pourquoi Booking? Bah, parce que les portes Parce cassées, ça me que, voilà, ça m'occupe. Non, parce que tu peux quand même vendre plus cher la nuit. Sur ça, Booking? c'est une réalité, ouais. Et ils sont quand même moins. Ils me cassent moins les pieds, hein, très honnêtement, que Ah ouais? Airbnb, que ce soit sur les niveaux de commentaires, les choses comme ça, ils sont quand même beaucoup moins derrière toi que Airbnb. Ok. Et t'as plus de voyageurs via Booking ou via Airbnb? La première année, c'était quasiment du 50-50, voire un peu plus de Booking, ouais. Ah ouais, ok. Mm. Et c'est plus Mais des étranger, étrangers. par contre, Ouais, étranger. voilà. Ok. Et allez, on va finir sur ces deux dernières questions. Louer à des professionnels en déplacement ou à des touristes? Professionnel en déplacement, Et investir localement ou à distance? localement. Ouais. Ouais. Plus facile, hein. si Généralement, tu veux gérer si tu toi-même, gères toi-même, ouais. Ouais, puis je pense que c'est un peu. Enfin, moi, c'est peut-être lié à mon côté un peu besoin de contrôle, besoin de voir. Je sais pas si j'arriverai là demain. Après, tout dépend, c'est quoi? Est-ce que c'est toi qui commences dès le début ton projet ou est-ce que tu fais appel à une société un peu comme vous? Et là, tu te dis, bah, si tu fais appel à des gens comme vous, je leur fais confiance sur le marché et tout, mais. Après, moi, très honnêtement, Chalon, je ne l'ai pas fait parce que c'était un coup de cœur. J'étais là, je me suis dit, autant faire quelque chose ici. Il y avait plusieurs points qui correspondaient. Mais enfin, de toute façon, je vais te dire, je ne sais même pas moi où personnellement j'ai envie de vivre. Donc, savoir où je veux investir et rester buté sur une idée, ce serait faux, tu vois. Donc, Ouais. je suis. Oui, à tout moment, t'es Voilà. plus à côté dans 10 ans, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. Non, mais oui, enfin, je suis pas. Je suis assez ouverte sur le. Ouais, je pense que j'ai pas d'idée arrêtée sur ça, sur le lieu. ok. Donc, je suis peut-être pas meilleur conseil à donner, mais oui, non, je suis assez ouverte. Ok. Puis je suis un peu du genre à me dire, des fois, il faut un peu contrecarrer la concurrence. Tout le monde veut absolument aller en ville. Bah, tiens, il y a forcément des gens, ils ont besoin de se loger partout. Tout le monde ne veut pas C'est vivre en certain. ville, c'est pas vrai. Enfin, tu as des points quand même très stratégiques. Là, je reviens plutôt sur la Lorraine, mais où tu es sur les frontières du Luxembourg. Je peux te garantir que même sur des campagnes au Luxembourg, on commence à voir arriver des investisseurs. Et ce pas des petits investisseurs. Donc, c'est que s'ils le font, enfin, je dis pas des petits, c'est que s'il y a une expérience, c'est que je pense qu'ils savent mesurer leurs coûts. Donc, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais tu vois, moi, quand j'entends la campagne, c'est presque plutôt dans ce cadre-là, d'être dans un triangle un peu stratégique où tu sais qu'il va y avoir un flux quand même. Il faut de toute façon qu'il y ait un flux. Mais Mais voilà. en même temps, Dans quand la tu... prise. Voilà, ni dans la Nièvre. Tu vois, je suis même pas sûre que la Nièvre, je suis pas sûre. Pas sûr non plus. Mais en même temps, quand tu vois l'augmentation des loyers actuels, ça m'étonne pas que les gens n'ont pas le choix non plus que d'aller un petit peu plus loin que les villes Ouais. et aller à la campagne parce que quand tu regardes ce que ça représente, le loyer dans le budget des ménages, c'est énorme. Et ça ne fait qu'augmenter. Enfin, on n'a pas vu les loyers baisser sur les 10 dernières années. Je pense que tu peux même louer ultra cher en campagne. Parce que quand tu vois ce qui se loue actuellement, Ouais. Oui, c'est c'est vrai. vrai. Hein. Ouais. Non, puis c'est cher, ouais. Dans n'importe quelle ville ou village, c'est pas en bon état. Ah ouais, les cuisines, les salles de bain qui ont 20 ans là. Oui, bah parce que généralement, c'est quand même un peu les seniors qui décèdent. Ouais. Je pense que, enfin, c'est pas mon métier de tous les jours, hein, c'est une hypothèse que je fais, mais je pense que schématiquement, c'est les anciens décèdent, c'est repris soit en héritage, soit je ne sais comment, pardon.
Et les gens vont pas refaire des travaux pour vendre, quoi. Puis ils Je sont sais pas ce que tu contents. rencontres le plus souvent. Enfin, je sais pas si vous êtes souvent sur les maisons de campagne, mais Mais même sur les immeubles dans les plus petites villes, c'est vrai que c'est beaucoup des personnes âgées qui Mm. détiennent les biens. ouais. Non, c'est vrai. Hein. Ouais. Et quand tu les vois, ils ont plus du tout l'envie, Ils ont acheté ni 30 000 l'énergie. balles. Ils ont acheté Ouais. des immeubles 30 000 balles il y a 40 ans. Ça leur coûte pas d'argent en fait. Ils ont plus Oui. de crédit. Le seul truc qui leur coûte, c'est la taxe foncière. Ouais. Donc, C'est vrai. forcément, Et ils les ont pas impôts. envie Je pense de- qu'il y avait plus d'impôts que de taxes foncières. Ouais. Parce que vu que généralement ils louent ça nu en plus, Ouais. ou ils le louent pas du tout. Ouais, il y a plein de trucs vides. Hein. Donc, Aussi, hein. On se rend pas compte, mais Non, c'est vrai. à la campagne, c'est énorme le nombre de logements qui sont Parce vacants. que c'est détenu aussi beaucoup par les agriculteurs. Enfin, je sais que j'avais discuté moi avec une famille. Bon, là, c'était pour le coup un village paumé. Mais les jeunes, enfin, ces enfants voulaient rester, si tu veux, dans le village. Voilà, enfin, tu vois, il y en a quand même qui ont envie de rester à la campagne. Et ils ne trouvaient pas, mais parce qu'en fait, ça restait dans les familles aussi. Mais là, on parle vraiment d'un. Tu parles d'un petit village, je pense qu'il n'y a même pas de commerce dans ce village. Hein. Donc, on est vraiment là où les terres appartiennent aux agriculteurs. Et Ouais. voilà, oui, c'est ça, super bien développé. Là, il y a un truc à faire. Hein. Ouais. Et tu vois, ils avaient des difficultés à trouver parce qu'en fait, ils ne vendent pas. Ils gardent dans les familles aussi. Donc, il y a des choses qui sont vides. Ouais. Je ne sais pas, pour le petit fille, la petite fille, mais ça doit rester. Mais dans la personne famille. reste en plus. Enfin, généralement, Non, tous la les plupart enfants, veulent etc. quand même partir. Et ouais, Ouais. c'est ça. Et si tu avais un dernier conseil à donner à ceux qui se lancent ou ceux qui voudraient peut-être recommencer un investissement, même à Chalon, pourquoi pas, quel serait ton meilleur conseil à donner? Mon meilleur conseil à donner, déjà, ce serait d'oser, même si tu penses ne pas avoir toutes les cartes en main, donc d'essayer et de t'entourer. Enfin, tu peux très bien apprendre sur Internet et autres, mais ne pas hésiter, même si c'est pas à contacter des gens, à essayer de parler aux gens pour savoir connaître un petit peu. Et à Chalon, de toute façon, si j'avais un conseil sur Chalon, ce serait quand même d'être plutôt dans le centre ou sur les gros centres économiques. Enfin là, ils ont quand même ouvert une 3e sortie d'autoroute. Donc c'est dire le trafic qu'il y a. Je pense que ce côté-là peut être aussi très intéressant parce qu'il va y avoir des très grosses plateformes logistiques qui vont s'installer. Une société d'autoroute, elle ne va pas te mettre un péage là s'il n'y a pas quelque chose d'économique qui va tourner. Donc je pense que tu vois, ça peut être quelque chose à regarder dans le futur lié à cette ouverture-là. Parce que bon, j'ai un côté à peut-être plus affectionner le professionnel, mais Chalon, c'est pas non plus du tourisme à foison. Donc il vaut peut-être mieux capitaliser là où tu as Framatome, là où tu as un peu tous les gros bassins économiques. Voilà, vous savez. Et puis je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'hôtels aussi, tu vois, le temps que ça sorte de terre, que ça s'installe, ça s'implante et tout. C'était un peu rapide pour investir au bon moment. Mais même pour de la longue durée. Hein. Et puis je crois que les professionnels, ils n'ont plus trop envie d'aller en hôtel aussi. Hein. Je pense qu'il y a encore une partie qui aime les hôtels, mais il y en a beaucoup qui aiment être un peu comme à la maison. Selon le temps que tu restes. Moi, je trouve que l'hôtel, c'est très bien, enfin pour l'avoir fait quand même un certain temps, l'hôtel, c'est très bien 1 ou 2 nuits, c'est ok, mais quand tu commences à passer 3 nuits et que c'est régulier, admettons, j'en sais rien, tu as un chantier pendant 6 mois ou du conseil à faire dans une boîte pendant 6 mois où tu restes 3 nuits, je pense que si tu trouves un bien ou que tu peux garder, tu vas rester parce que finalement, tu vas y passer un petit moment de ta vie quand même, donc tu as envie d'être bien aussi. Et tu vois, en parlant de campagne, je pense à un projet, quand on parle d'autres projets, il a été question, mais là c'est mon petit côté affection pour l'équitation, mais il y a quand même eu un gros projet, mais c'est pas sorti de terre, donc heureusement finalement qu'il n'y a pas eu d'investissement, on n'a pas fait d'investissement là-bas. À Sensey-le-Grand, donc c'est un peu plus loin que Dijon, je sais pas si tu vois, ça reste quand même à peu près le long de l'autoroute, mais en tout cas, il y avait projet d'avoir la plus grosse clinique vétérinaire équine du monde. Ah oui, c'est vrai. Sur cet axe-là. Donc moi, je voulais me positionner sur un projet immobilier là. Bon, finalement, tant mieux de ne pas l'avoir fait. Par contre, je suis quand même sûre que si cette clinique sort, il serait très intéressant de te positionner sur un bien dans cette ville parce que tu as en effet tous les patients qui vont venir avec leurs chevaux de nage. Enfin, quand tu es sur des opérations de cet ordre-là, sur des chevaux, donc tu es prêt à payer cet ordre-là, je te garantis que les gens ils sont quand même bien contents de rester pas trop loin. Mais tu as aussi tous ceux qui vont venir travailler parce que tu es sur des nouvelles technologies un peu véto. Et du coup, tu vas avoir du trafic de stagiaires. Moi, je reste encore convaincue, 1 an après, si ça sort de terre, qu'il y a quelque chose à faire.
Donc ça, c'est un autre conseil, mais c'est aussi avoir de la veille. Mais ça, c'est même dans le business de manière plus large, c'est avoir une veille sur tout ce qui se passe sur un territoire, parce que c'est aussi comme ça que tu peux flairer et te positionner peut-être plus rapidement qu'aller là où tout le monde va. Enfin, même si là où tout le monde va, c'est sûrement que c'est bon si tout le monde y va. Mais voilà, tu peux aussi te dire, si tu as le temps de faire un peu de veille, qu'est-ce qui se passe sur un territoire et est-ce qu'il y a des opportunités ou non, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà. Parfait. On conclut là-dessus. Allez. Eh ben, merci déjà pour tous ces bons conseils, tout ton parcours. C'était hyper intéressant. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de Ce Compromis. Merci.